Bon après-midi, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous azimuts de ce samedi. Une édition qui se tient au plus fort de l'ouverture du CHAN Cameroun Total 2021. Il faut le dire, le Cameroun est plus que jamais en ébullition en rapport avec ce tournoi du football. D'ailleurs, à la faveur de ce tournoi, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a reçu en audience des hôtes de marque, notamment le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, le président par intérim de la CAF, l'Ivoirien Constant Omari, mais aussi Seydou Mbombo Njoya et Samuel Eto'o-Fils, qui faisaient partie de la délégation qui a été reçu au Palais de l'Unité à Yaoundé. Et justement, à raison de ce CHAN Cameroun Total 2021, le sujet est au cœur du débat cet après-midi en zapping. Nous y sommes enfin après le premier athée. Le Cameroun a pris donc cette compétition du football africain, pari gagné pour le pays de Paul Biya, qui offre des infrastructures sportives au-delà des normes attendues par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football. Toujours en rapport avec ce CHAN, celui-ci se tient dans un contexte particulier au Cameroun, notamment la crise de la pandémie Covid-19, mais également les menaces des groupes et rebelles sécessionnistes qui n'entendent pas ou qui entendent jouer les troubles faits pour ce qui est de cette fête du football africain. Et ce sera dans le cadre du sujet de la crise anglophone. On a observé un regain de tension sur le terrain depuis le début de l'année 2021 et encore plus à quelques jours du début effectif de ce CHAN qui profite ces différents crimes ou alors ces différentes exactions sur le terrain, encore que depuis l'attaque ou la riposte armée dans la localité de Motou, une levée de bouclier semble être faite sur l'armée camerounaise. Les organisations de la société civile accusent l'armée, tout comme la France appelle à une enquête indépendante pour avoir plus de précision autour de cette enquête. Que s'est-il réellement passé dans cette partie du pays? On en parlera avec nos invités dans le cadre de tous azimuts. Et vous le savez, pour ce qui est de l'économie, le budget 2021 du Cameroun a été officiellement mis en exécution mardi dernier par le ministre des Finances, lui Paul Motazé, qui a appelé à la rigueur, mais surtout à l'efficacité dans la gestion et dans l'exécution de ce budget, un budget qui se tient dans un contexte de crise sanitaire, mais également de crise sécuritaire. Au-delà de ces crises qui émaillent le budget 2021, le Cameroun se projette vers la relance économique en appelant bien évidemment à la réduction du train de vie de l'État. Et puis, on sortira avec la crise en République centrafricaine, un peu plus de 3000 camions sont à l'heure actuelle bloqués à Garoua-Boulaye, mais aussi plus de 3500 réfugiés ont fui la Centrafrique à raison de cette crise, avec 150 Chinois. Ces derniers ont reçu d'ailleurs l'appui du chef de l'État, Paul Biya, dans le cadre de la solidarité internationale. Alors, la question est de savoir à quoi joue véritablement la Russie ou de la France dans le cadre de cette crise sécuritaire en République centrafricaine. On en parlera dans le cadre de cette émission, alors que la Centrafrique vient de tenir une élection présidentielle, bien évidemment avec la victoire du président sortant, le professeur Archange Touadéra. Voilà donc, mesdames et messieurs, les sujets qui vont meubler cette émission de tous les azimuts de ce samedi. L'émission se veut être interactive. 6 99 54 15 66, c'est le code d'accès à ce programme et bien évidemment c'est celui qui vous permettra de pouvoir échanger et contribuer avec nous sur le plateau dans le cadre de ce programme. Ils seront donc quelques-uns des acteurs politiques à avoir été triés sur le volet, et parmi ces acteurs politiques, le représentant du Social Democratic Front qui est avec nous sur ce plateau, c'est un avocat au barreau du Cameroun, maître Paul Païré-Sanon. Maître, bon après-midi à vous. Bon après-midi Frédéric, bon après-midi aux co-panélistes. Bonne année.
à tous les Camerounais. Je rappelle votre couleur de l'Afrique, de la tradition. Tout à fait. Au moment où le Cameroun célèbre l'Afrique à travers cette compétition. Absolument, il a fallu. Ce n'est pas un choix au hasard. Je suis africain. Je fais valoir les valeurs africaines. Merci à vous, Maître Paul Païre, d'être avec nous dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. Deux autres acteurs vont nous accompagner. Nous rappelons que l'un des acteurs, notamment le représentant du mouvement pour la au sein du Cameroun, le cher Laurent Dicam, n'est toujours pas dans ce studio, mais les autres sont avec nous et avec eux nous ferons le débat. Et parmi ces acteurs qui nous accompagneront cet après-midi, le représentant du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Jean-Baptiste Ketchatin, on le présente plus, c'est un habitué. Jean-Baptiste, bon après-midi à vous et bien évidemment, vous aussi êtes aux couleurs de l'Afrique, vous valorisez le continent noir. Bonsoir M. Moutomé, bonsoir à tous qui nous regardent. Nous sommes habitués à être saines dans l'accoutrement, nous les UPCistes. Et nous sommes à Douala, il fait chaud, donc portez un boubou le coton à Douala quand il fait chaud. Je crois que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors, vous arrivez ici alors qu'on a célébré Ernest Ouandjé ce 15 janvier. Quelle signification pour vous? Une signification profonde comme d'habitude. Le message du martyr Ernest Ouandjé résonne encore aujourd'hui plus fort qu'hier. Parce qu'en ces moments, ces années où l'on entend les gens de l'autre côté, donc les gens de la famille politique d'en face, qui rendent hommage à Ouandjé, j'ai vu plus de personnes rendre hommage à Ouandjé qui ne sont pas des UPCistes, qui sont des anti-UPCistes même, que les UPCistes eux-mêmes. Donc c'est la preuve que ce martyr a effectivement donné sa vie pour le Cameroun entier, à tel point que ceux qui bénéficient des résultats, ou plutôt ceux qui ont été installés au pouvoir contre la lutte de Ouandjé, sont aujourd'hui obligés de lui rendre hommage, même si c'est hypocritement, c'est une victoire amère. Il faut reconnaître que c'est une victoire quand même. Et elle annonce de bien meilleurs fruits. Alors, votre acteur politique nous accompagne au cadre de cette émission, de sa musique, d'être l'Assemblement démocratique du peuple camerounais, Valentin Ndiok, que nous retenons le coup de plaisir. Valentin, bon après-midi à vous. Bon après-midi aux compagnonnistes. Merci de nous accompagner ce samedi encore. Le plaisir est partagé. Alors, on va rester avec vous, Valentin, pour parler du Chan Cameroun 2021. Nous y sommes. Beaucoup de Camerounais ne croyaient pas, mais on est là aujourd'hui avec cette cérémonie d'ouverture qui débute dans à peu près quelques minutes seulement pour cette compétition africaine. C'est la fête du football qui est ainsi célébrée. Malheureusement, le chef de l'État ne sera pas. Le Premier ministre hier, le Cameroun hier, les Camerounais seront là, par les voix des médias, par leur présence au stade. C'est une grande fierté nationale, cette compétition qu'on organise. Elle met en valeur le Cameroun, elle met en valeur le label Cameroun, qui se vend très bien, grâce à ses opportunités, ses richesses, sa démocratie, de plus en plus pris en exemple dans le monde. Je pense que pour rester dans le cadre du sport, je ne peux souhaiter que de la chance, de la bonne chance à notre équipe nationale qui devra représenter de la plus belle des manières nos couleurs nationales. Alors, on va revenir avec vous sur la question du Chan 2021. Vous souhaitez bonne chance aux valeureux lions indomptables en prime, mais tout de même, une prestation plutôt médiocre lors de la phase préparatoire. Devrait-on convoquer la chance dans le cas d'espèce? Une préparation est une préparation. On prépare pour mettre en place les automatismes, pour mettre en place une somme de stratégies. Et la compétition en elle-même a ses valeurs, a ses réalités. Donc, on attend voir
Vous savez, par le passé, l'histoire nous renseigne sur la question des matchs amicaux ou des matchs préparatoires d'une grande compétition. On a vu les pays gagner les Coupes du Monde à la suite des préparations médiocres. Vous savez, c'est un groupe qu'il faut fonder. C'est un groupe qu'il faut créer. C'est un groupe qui doit être homogène. Et nous le savons tous, les joueurs de l'équipe nationale viennent de partout. Alors pour cela, lors des préparations, il faut créer cet esprit de groupe, il faut créer l'esprit d'une équipe, il faut mettre en place des stratégies pour gagner, il faut mettre en place ce spirit, ce fighting spirit camerounais pour amener le groupe à gagner. Donc, nous ne pouvons pas être réducteurs au regard des matchs amicaux et dire que ça augure une mauvaise compétition. D'accord, pas du tout. La compétition s'achève avec la finale. Donc on reste optimiste. On reste optimiste. D'accord. Notre Paul Taïré, on parle justement de ce tournoi, ce Chan Cameroun qui est enfin là. On n'y croyait plus beaucoup, mais finalement, le Cameroun a tenu le drage haut. Il reste maintenant de voir véritablement ce que le Cameroun va offrir au peuple, à la fois camerounais, africain, mais à la face du monde. Vous qui êtes Camerounais, on me demande d'être optimiste de l'autre côté, vous qui êtes Camerounais, vous sentez la chose, c'est-à-dire, est-ce que vous imaginez le Cameroun donner le meilleur de lui en termes d'organisation, mais également en termes de participation, surtout que ce champ-là se tient dans un contexte particulier avec la Covid-19? Oui, moi je suis vraiment amoureux du football. Pour moi, l'occasion est arrivée que je puisse voir une compétition à l'échelon africain. À l'échelon africain, parce qu'en 72, je crois, je devais faire CPO à la C. C'est pas la radio qu'on suivait. Et j'ai organisé la Coupe des Nations. Malheureusement, ça n'a pas marché. Nous savons les conséquences que ça a généré. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec le champ. C'est un grand événement qu'on puisse vivre en direct. Le regret tout à l'heure, vous avez posé la question tout à l'heure à M. Njor, qui est un peu titillé quand le président de la République ne peut pas être là. C'est une occasion en or parce que depuis, ça fait 49 ans aujourd'hui, Aïdjo, son prédécesseur, a pu organiser et a été sur le stade. Nous souhaitions, moi particulièrement, j'ai bien souhaité qu'il puisse faire sa présence, être présent sur le terrain. C'est pourquoi j'ai appris quelque part une compétition pour le handball. Le président de ce pays s'est sur le terrain pour honorer l'événement. Donc peut-être il y a un empêchement, mais s'il était là, il y aurait plus d'éclat. Pour évoluer, je dis bien, nous sommes dans nos souhaitants. Je vais souhaiter aussi comme M. Ndiaye, parce que je suis pur Camerounais, je ne suis pas de la race qui souhaite le malheur au Cameroun, mais je souhaite quand c'est bon, c'est bon. Donc pour le football, comme c'est le parti qui unit tous les Camerounais, parce que je veux dire, il y a un parti qui unit tous les Camerounais, c'est le football. Alors là, c'est pourquoi je n'aime pas que les choses soient traitées dans ce domaine à la légère. Là, j'ai des doutes et des supputations par rapport à tout ce qui va se passer parce que, trouvez moi bien, vous comprenez que j'ai passé toute une journée hier à fouiller, et voir si c'est pas avant bien. Je suis ici comme ça, je pourrais bien déjà travailler mon ticket pour espérer demain voir un match à Douala. Bon, jusqu'à maintenant. Je suis encore en train de courir, il y a des promesses par-ci, par-là. C'est autant de choses. Peut-être c'est le Covid, ou la Covid, comme on le dit, qui est à l'origine, mais pour les billets, on aurait dû déjà placer ça bien avant. Mais les points de vente de ces... Les points de vente, on a envoyé... qui sont connus. On a envoyé à plusieurs points. Quand j'arrive, je ne trouve pas. Et à certains points, on vous dit carrément que ce n'est pas placé. Donc, il y a des choses. Si vous avez un point précis, vous sortez d'ici, je vais là-bas pour chercher mon billet. D'accord. Alors, mais il y a des infrastructures aux normes aujourd'hui. Oui, les infrastructures. Ces infrastructures sont d'ailleurs reconnues par... saluées d'ailleurs par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a été reçu par Paul Biya ce vendredi. Tout à fait. Pour les infrastructures, il n'y a pas de doute.
Ça, je suis fier de ces infrastructures. Je dis bien, je ne suis pas d'un certain type, le nihilisme ou le négativisme total, ce n'est pas mon propre. Ce qui est bien, quand c'est bien, je dis c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je dis c'est pas bon. Bon, il y a des infrastructures, soit, c'est bien. Mais maintenant, pas toutes les infrastructures, parce qu'il faut voir les routes pour accéder à ces infrastructures assez nobles. C'est dans quel état? Vous voyez, Omnisport, c'est depuis quelques 3-4 jours maintenant qu'on est en train de se presser pour essayer de faire la chaussée. Pourquoi le Cameroun doit toujours attendre? Même ces étrangers sont déjà ici au Cameroun. Quand tu vois que c'est à la veille, parce que la façade principale, pendant la compétition, le Gabon pareil. Tout à fait, mais ici chez nous, il y a eu un report. Il y a eu un report. Quand il y a un report, nous devions être très près depuis, parce que le report là nous a fait gagner. Et on aurait dû faire cette chaussée qui mène à Omnisport depuis de longue date. Aujourd'hui, on est là en train de faire cela d'un moment à l'autre. Vous verrez que ça ne mettra pas long parce que empressement. Alors, Jean-Baptiste Ketchater, avec vous, on va sortir de ce sujet. C'est le premier sujet, la mise en bouche dans le cadre de ce programme Tous Azimuts. Le CHAN, vous n'y croyez peut-être pas, mais on est là avec cette compétition aujourd'hui. On doit saluer la bravoure, la dextérité des membres du gouvernement qui ont mouillé le maillot pour tenir finalement la dragée de cette compétition. Non, il ne faut pas que l'habitude d'incompétence et du gouvernement camerounais pousse les gens à faire ou à dire que organiser un championnat d'Afrique des Nations est quelque chose d'extraordinaire. C'est largement dans les cordes du Cameroun. Le Cameroun a largement les moyens intellectuels, matériels, financiers, humains, etc., sans parler du côté sportif, pour organiser une CAN ou un CHAN. Donc, que le CHAN soit là, c'est une bonne chose, parce que les Camerounais aiment le foot, et il était grand temps que une compétition internationale de cette envergure soit organisée. Ça fait près de 50 ans qu'on l'attendait. C'est bien qu'on n'y soit pas venu. Maintenant, il faut toujours être plus exigeant avec ce gouvernement. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes dans l'organisation. On ne peut pas comprendre qu'à la veille d'une telle compétition, il y ait des chantiers qui bloquent à gauche, qui montent à droite, qu'on ne sache pas exactement où s'adresser quand on va accéder au stade, etc. etc. Les problèmes dont le représentant du SIF, M. Payet, vient de parler sont réels. J'ai pu les constater par moi-même. Mais il pourrait s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance la compétition. Quand on dit s'améliorer, il faut le régler immédiatement. Il faut que les gens... Les dysfonctionnements de ce type-là pour une compétition qui est normalement un essai, un échauffement pour la CAN de l'an prochain, ce n'est pas une bonne chose. Parce que là, on n'a pas encore une masse de visiteurs et d'acteurs importants à gérer. Mieux se préparer, etc., etc. Et surtout les Camerounais. Des Camerounais, donc il importe que ce soit bien organisé. Alors, pour sortir avec vous, Jean-Baptiste Ketchater, ce CHAN va être organisé alors que le TAS vient de rendre une décision contre la Fédération camerounaise de football. L'élection qui a conduit Seydou Mbonju à la tête de l'instance faîtière du football camerounais a donc été annulée. Il n'y a plus du tout de bureau à date à la FECAFOOT, donc à l'immeuble de Tchinga. On va tenir ces CHAN sans FECAFOOT ou alors avec la FECAFOOT en sursis, mais dans la suite, il va falloir une fois encore penser un comité de normalisation. Donc, doivent avoir un peu de mémoire et pouvoir se souvenir que depuis pratiquement 30 ans, la FECAFOOT est une maison qui va à volo, qui est pratiquement ingérable. Je dis depuis pratiquement 30 ans. On peut se souvenir d'une image d'un visiteur de la FIFA qui était
venu pour réguler une élection. À l'époque, c'était Emmanuel Mvé qui devait gérer la transition. Il y avait toujours ce type de problème-là. Le monsieur s'appelait Fournier, il venait de Genève, était probablement en Suisse. Et là, il prend le micro, il dit à l'Assemblée de la FECAFOOT, écoutez, si vous n'avez pas réglé le problème, l'organisation du foot, comme l'organisation générale des activités sociales. Le football, c'est une activité sociale qui rassemble beaucoup de Camerounais. C'est donc normal que le gouvernement soit attentif à ce qui s'y passe. Mais ce qu'on constate, c'est que les acteurs qui y sont viennent en majorité du RDPC. C'est les gens du pouvoir. Et ils s'organisent à ce que ça ne marche jamais. Le plus grave, c'est que ça coûte de l'argent, ça coûte énormément de l'argent. Parce que quand les gens entendent aller au tribunal, c'est pas comme ici, ça coûte énormément d'argent. Pendant ce temps, c'est récemment qu'on a pu avoir les stades comme Jacoma, etc., etc. Donc c'est une organisation. L'industrie du foot, normalement, ça devait nous apporter beaucoup de devises. Or, ce que les Lions indomptables permettent à ces pays de gagner, c'est dilapidé par les gens de la FECAFOOT, qui sont des gens du RDPC, dans ce genre de bagarre insensé. Et je vous dis, ça fait 30 ans, je peux me souvenir, moi-même, puisque j'étais encore collégien quand ça se passait, ça fait 30 ans que ça dure. C'est pareil pour des choses comme le droit d'auteur dans la musique. Vous verrez que chaque jour, on a l'impression que ça va marcher. On recommence le même cinéma. Et c'est pareil pour d'autres activités sociales où le gouvernement s'arrange à ce que ça ne se règle jamais. Alors, est-ce que Maître Paul Pailleron devrait dire que la FECAFOOT est finalement maudite et qu'on est très loin de sortir de l'auberge aujourd'hui? Oui, mais on peut dire que la FECAFOOT est maudite parce que, à voir tout ce qui se passe, voilà, il y a eu des normalisations, toute une série de réformes. Et malgré cela, la FECAFOOT ne sort pas de la bergerie. Donc il y a quelque chose, et je dis pour ma part, le chef de l'État, c'est quand même, c'est quelqu'un qui tient, qui est au-dessus de toute chose. Vous avez vu les bagarres qui sont déroulées entre ces jeunes. Jean-Baptiste Ketchate a bien fait de dire, tout cela part toujours du RDPC, parce que tous ceux qui sont là pour la direction, que ce soit à quel niveau, c'est le RDPC. Donc le RDPC doit se plaindre au RDPC. Parce que là, ces jeunes qui ont pris le pouvoir et qui, ma foi, avec une première décision du TAS, qui a mis un peu à genoux, la FECAFOOT, ils se sont donné du zèle face à un général pour quelques mois. Je ne suis pas là pour soutenir la vieille garde. Mais quand même, quand certaines décisions sont déjà existantes et assez efficaces, ça vaut la peine. Au lieu de perdre le temps à traîner le football camerounais, vous avez dit tout à l'heure, on a des doutes un peu parce que la performance, à voir rien que le match test, on ne peut pas aller très loin. C'est parce que le Camerounais est soucieux de son pays, il a l'espoir qu'à tout moment, comme au Gabon, on avait vendu très moins cher la peau de lion et les lions sont rentrés avec l'argent des nations. Nous espérons avec cela qu'on peut rééditer comme au Gabon, mais pour dire vraiment désormais que les gens essayent de comprendre qu'à un certain moment ça ne va pas, il faut lâcher. Et le chef de l'État peut bien frapper du poing sur la table pour dire telle personne peut se taire. Bon, quant à la FECAFOOT qui est là, le service, il y a la continuité du service. Ça ne veut pas dire, si c'est là la FECAFOOT, entièrement morte. Je crois que pour ma part, il y a la continuité du service en attendant que la décision soit exécutée. D'accord. Alors, pour sortir finalement de ce sujet-là, la FECAFOOT, que faut-il faire finalement à la Fédé, ou à la Fédération comme le football, pour avoir une instance fêtière qui règle et qui jouit pleinement d'une légitimité, d'une égalité à la suite d'une élection? La FECAFOOT fait partie d'une organisation, l'instance fêtière du football, au niveau africain et au niveau mondial. Donc la FECAFOOT doit s'arrimer aux tests qui organisent
le fonctionnement du football. Je vais accuser à vous, à DPC de faire en sorte que malheureusement, qu'on ne sorte pas d'auberge, on a connu 2, 3, 4 comités de normalisation, on va les élections, mais on revient toujours à des comités de normalisation. Je suis un peu gêné que les compatriotes qui sont sur mes copanélistes ne connaissent pas, qui ne sachent pas exactement comment est-ce que ça fonctionne. La FECAFOOT n'est pas une organisation politique. Elle est typiquement une structure sportive qui s'occupe du football, qui a son agrément. Qui donne l'agrément? S'il vous plaît, écoutez. Je vous écoute. Qui donne l'agrément? Qui a obtenu son agrément pour fonctionner en toute indépendance comme association. Et l'État, il met les moyens pour accompagner sur le champ des politiques publiques, met les moyens pour accompagner le sport, et particulièrement le football, parce que nous en parlons. Alors, si je vais au-delà, mon compatriote, monsieur Jean-Baptiste, je suis gêné que vous ne sachiez pas exactement comment est-ce que les prémices ou une somme d'organisations qui avait été mise sur place, sur pied, avant la compétition, avant le jeudi, pour parler de la ville de Douala. La ville de Douala avait un plan d'orientation qui a été validé par le délégué, le supermaire, et qui existe, le document est là, vous pouvez le consulter, pour que vous sortiez un peu de cette ignorance au sujet de la question de l'orientation par rapport aux servitudes vers le stade ou les différents sites. Je continue au sujet des billets. Vous avez demandé de savoir où vous pouvez trouver. Moi, je peux vous conseiller d'aller à la délégation régionale des sports. Les billets y sont. On n'attend que clients. Donc, pour sortir, j'ai dit, le Cameroun a respecté son cahier de charges. Le cahier de charges pour cette compétition-là. Et ce que vous dites, il y a des petits rattrapages qui peuvent être faits, hein, parce que il y a toujours une touche qu'il faut mettre pour embellir. Mais, s'il vous plaît, ce n'est pas des gros travaux publics, parce que l'essentiel avait déjà été fait. Et la CAF a donné son cutus et son certificat. Peut-être qu'une mise en bouche, mais on semble se plaire avec ce sujet-là. Alors, Jean-Baptiste Ketchater, on va parler de la crise anglophone. C'est d'ailleurs le sujet phare de ce samedi dans le cadre de ce programme Tous Azimuts. Malheureusement, on a encore enregistré des morts à raison de la crise anglophone. Que se passe finalement dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun? Peut-on estimer qu'on ne sortira jamais? On ne sortira jamais de cette situation. Pour aucune raison, on ne peut le dire. D'abord parce que nous aimons notre pays, nous ne pouvons pas le dire. Et parce que nous regardons la situation de manière pratique, nous l'analysons telle qu'elle est, nous savons que nous en sortirons. Et que le Cameroun en sortira, certes meurtri, mais il en sortira plus grand et plus solide, plus fort. La crise que l'on nomme crise anglophone dans notre pays est en réalité la crise du système néocolonial. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de nos compatriotes qui pensent qu'ils peuvent découper le pays en morceaux sur la base des lignes tracées par les colons avant la guerre de 14-18, ou plutôt à la fin de la guerre de 14-18. Mais on ne peut pas le leur accepter. Parce que même les colons dont ils parlent ont laissé un Cameroun en un bloc. Non pas sur la base de leur seule volonté, mais sur la base de la volonté des Camerounais qui se sont battus pour avoir un tel pays. La réunification ne s'est pas faite telle que les Camerounais, dans leur immense majorité, l'auraient souhaité, c'est-à-dire une réunification dans un pays démocratique, ouvert,
où les gens ne sont pas des citoyens dits anglophones, les autres francophones, etc. Mais elle s'est quand même faite. Donc d'un point de vue pratique, d'un point de vue physique, le Cameroun c'est un bloc, c'est un ensemble de 475 000 km². Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des Camerounais qui ont fait le pari de jouer avec l'unité du pays, de se comporter comme si on pouvait tout essayer, y compris la lutte pour la sécession armée que les Amazoniens ont engagée. C'est ça le problème, il faut le dire clairement. Parce que vous allez entendre déjà, c'est dommage que les gens du MSC que vous avez invités ne soient pas là, mais il y a le SDF. Vous allez entendre Donc des gens c'est qui la vous disent, même philosophie. oui, mais autant tout à l'heure j'étais capable d'être d'accord avec vous. Autant il faut le rappeler. Il faut que les Camerounais soient clairs et fermes, comme quand on supporte les Lions. Et c'est 1 milliard de fois plus important qu'un match de foot. Oui, bien sûr. Il faut qu'on soit clair sur cette question. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent découper le Cameroun en morceaux. Et face à ces gens-là, on doit dire non. Le non doit être catégorique. S'il y a encore des attaques, il y a encore des meurtres, des esclaves, un peu de temps. Ça va prendre peut-être plus de temps que l'on imagine. Mais ça viendra tôt ou tard. Parce que ce que les Camerounais ont payé comme prix, comme le prix du sang, ce que les Camerounais ont versé comme sang pour que ce pays arrive à ce petit niveau de progrès est tellement important qu'on ne peut pas accepter que les gens le découpent. Quel que soit le motif qu'ils invoquent. Et le plus grave, c'est que tous les motifs que ces gens-là évoquent sont inacceptables. D'accord. Les motifs historiques, les motifs politiques, les motifs de gouvernance et même les prétextes internationaux qu'ils ont trouvés. On a vu l'autre jour quelqu'un dire ah oui, maintenant avec l'arrivée de Biden aux États-Unis, on va relancer le dossier. Il faut le dire clairement aux Camerounais et surtout à nos compatriotes anglophones. L'histoire de ce pays n'est pas telle que les sécessionnistes le racontent. Et dès lors, il est impossible que l'on tolère que quelqu'un prenne des fusils sous prétexte qu'il veut faire l'Amazonie. Alors, Maître Paul Paléré, qu'est-ce qui peut justifier ce regard de tension, cette remontée en puissance de la violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun? Oui, bon, je crois que s'il y a résurgence, ça veut dire que le problème n'a pas été traité. Mais toujours pas traité jusqu'ici. Non, il faudrait... Ça, c'est clair. Je comprends bien que Tchatin, le Cameroun, et il faut faire la part des choses. Parce qu'on parle de cette crise, et on voit le SDF souvent, certains moments disent que peut-être le SDF, c'est les Amazoniens. Non. Tous les anglophones même ne sont pas Amazoniens. Quand on parle de cette crise, c'est une crise dans la zone anglophone, certes, mais tous les Amazoniens ne sont pas d'avis. La partition du pays, ça c'est un échec avec fracas pour les protagonistes de ce mouvement. Oui, mais on a accusé le SDF parce qu'on avait du mal à percevoir la posture exacte. Le SDF a la malchance de se retrouver avec l'un de ces grands bastions dans la zone anglophone, c'est pourquoi on va parler de ça. Vous voyez tout ce que le leader du SDF a pu souffrir et continue à souffrir dans la zone. Parce que pour lui, il n'est pas pour la partition du Cameroun. Et comme le SDF n'est pas pour la partition. On a beau parler de tout ce qu'on dit. Il y a eu des frustrations. Mais au fur et à mesure, on doit résoudre tous ces problèmes. Plutôt le SDF, pour lui, on a constaté un certain moment, bon, si les deux langues, parce que comme il le dit si bien, aujourd'hui on parle d'anglophone et de francophone, parce que le français se sont introduits au Cameroun, ainsi que les anglophones et les anglais, sous la colonisation allemande. Le Cameroun était un bloc unique. C'est la malchance qu'en 1914, l'Allemagne perd la guerre et qu'on répartisse le Cameroun entre les deux. Nous ne devons pas prendre cela comme une certaine réalité pour continuer à perpétrer certains actes. C'est vrai, quand les deux partis, les deux colons se sont installés,
Quand on a commencé avec les deux factions, on était au fédéralisme. Bon, on est allé à l'unification d'une manière un peu biaisée, et c'est pourquoi je crois certains s'énervent. Et au SDF, nous disons, quand c'est cela, pourquoi ne pas revenir au fédéralisme? On va me dire tout à l'heure, la décentralisation, c'est la solution, c'est ce qui peut évoluer et faire oublier le mot fédéralisme. Or, le fédéralisme, ça va un peu plus en profondeur. Vous avez vu, on est à la phase pratique de la décentralisation. On a donné un statut spécial. Pourquoi il y a toujours résurgence? Sont-ils satisfaits avec tout cela? Ça mène à s'interroger. Voilà le chantier là, comme nous le disions tout à l'heure. Tellement la zone est secouée. Et je comprends, l'État ne peut pas baisser les bras, parce que si l'État baisse les bras face aux menaces, c'est que l'État a abdiqué. C'est pourquoi là où on se trouve, ce n'est pas très aisé. Là-bas, vous avez vu tout autour du stade, les engins qui ont été brûlés. Et jusqu'à ces heures-ci, même quand nous parlons, il y a toujours des choses qui sont en train de se dérouler. C'est regrettable et nous souhaitons, nous prions Dieu que vraiment rien n'arrive de mauvais à tous ces étrangers qui viennent. Parce que la guerre du Nozola, ça c'est aussi, on parle du Covid, c'est un autre Covid plus dangereux même que le Covid comme je vois. Parce que là, ça ramasse les gens graduellement, si on fait le bilan depuis que ça a commencé. Et il est question donc vraiment, pour mettre un terme, qu'il y ait un vrai dialogue. Il y a eu un grand dialogue, mais il faut des dialogues. Autant de dialogue que possible pour sortir le Cameroun de cette salle. Alors, Valentin Joe, autour de cette crise, avec ce regain de tension, on a justement observé que à quelques heures du Chan, des engins ont été pris en otage dans le sud-ouest du Cameroun, précisément à Likumba, sur l'axe qui mène à Limbé, question de peut-être faire peur à l'organisation du Chan, mais dans le contexte-là, est-ce qu'on doit pouvoir penser que les Ambaboy, les Ambazoniens, voudraient ainsi à la fois attirer l'attention de la communauté nationale et internationale pour se faire à la fois entendre, mais demander une prise en compte de leurs véritables revendications? Monsieur Moutomé, l'actualité de l'heure, c'est le Chan. Mais vous avez parlé, énuméré ce cas d'incidents qui sont des incidents isolés. Des incidents isolés dans une zone, oui, vous voulez... 10 incidents isolés, c'est comme si vous minimisez le fait que ces engins aient été brûlés et incendiés à quelques mètres du stade qui va abriter les compétitions, mais également sur la question sécuritaire justement qui a mobilisé tout l'état-major du Cameroun autour de cette crise anglophone. Monsieur Monique Tomé, on ne peut pas minimiser le grand banditisme parce qu'il s'agit aujourd'hui de cela, du grand banditisme qui sévit dans ces zones, vu que la population locale des régions du nord-ouest et du sud-ouest n'ont jamais vu en ces hommes de véritables porteurs de leurs aspirations. Parce que cette population, elle est camerounaise au regard de leurs origines communautaires. Donc, pour dire, il est bon que nous soyons solidaires, même si on peut développer des visions différentes sur le plan idéologique. Je prends à témoin mon maître Payéré. Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Mais sachons être unanimes face aux enjeux qui peuvent ou qui protègent notre nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face aux individus qui prônent la partition, il n'y a pas de raison qu'on prête un discours qui peut se rapprocher d'eux. La décentralisation, elle est là. Elle est effective. Elle a un contenu qui est connu.
qui associe les populations locales et avec des spécificités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et la dernière en date, nous savons, avec la nomination d'un conciliateur indépendant, qui, si on revient à ce que ça avait été, ce fédéralisme qui nous avait été imposé par les Occidentaux, on va trouver dans le contenu toute la démarche de la décentralisation actuelle. Donc, en vérité, il n'y a pas de débat sur la forme de l'État. La preuve, Ça fait peur. on a parlé de la FECAFOOT tout à l'heure. Il n'y a pas un seul militant du RDPC au bureau de la FECAFOOT. S'il vous plaît, le vice-président de la FECAFOOT est président du SDF. Il n'y a que ce Je connais, vous me les citez si vous les connaissez. Nous parlons, c'était pour prendre un cas d'exemple pour continuer dans mon propos et dire que c'est un Dieu à tuer. les Camerounais savent dans leur grande majorité que la démarche entreprise par le président de la République est celle qui convient pour notre pays. Nous savons une partie des jeunes, mais le président de la République est resté dans sa logique d'homme de paix, où il invite en déposant leurs armes et en regagnant les DDR. Donc, pour dire région du nord-ouest et du sud-ouest, et beaucoup plus particulièrement dans le sud-ouest qui abrite un site du Cham, la sécurité y existe, la situation est sous contrôle parce que Tara, tout récemment, la mascotte, Pouchité, il a fait un tour avec l'effervescence que nous connaissons des populations du sud-ouest. D'accord. Alors, Jean-Baptiste Ketchatin, on parle de sécurité dans ces deux régions dans lesquelles les populations Retrouvez votre chaîne de télévision LTN disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre. LTN, la télévision du monde inspirée par vous. Envie de vendre produits et de vous faire connaître. Envie de développer votre marque et d'augmenter votre réputation. Une seule destination, Bantou. Bantou, le carrefour des entreprises et des particuliers qui veulent accroître leur chiffre d'affaires. Bantou, c'est également du divertissement avec des invités de classe. Beaucoup de femmes partout, ma musique on écoute partout, ma mélodie coule partout, partout, partout. Et tu balancer, 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 et tu balancer, balancer, yeah. Maintenant tu vas me rembourser ces années que j'ai passées avec toi, ta bouche. Ma consolation, tu vas me rembourser tous ces bons enfants que j'ai fait pour toi là, ta bouche. Mon ligne, je suis là, tu vas me rembourser. Mon Dieu m'a payé, il m'a protégé, il m'a tout donné, et je suis béni, oh maman. Voilà mon tour de buvette partout, je vais le faire sur le partout. Dis un petit mot d'excuse. On revient sur le plateau avec cette interruption du courant électrique. C'est indépendant de notre volonté, hein. C'est des aléas du direct aussi. Nous voulons passer à saluer nos amis, hein, nos
compatriotes qui travaillent à la Camerounaise en charge de l'électricité, mais nous sommes de retour sur le plateau de Tous Azimuts ce samedi. Jean-Baptiste en parlait donc de cette situation d'insécurité qui a mobilisé au ministère de la Défense pour renforcer la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais ce renforcement du dispositif de sécurité aujourd'hui fait l'objet de critiques diverses, surtout au lendemain du raid préventif de l'armée camerounaise en localité de Moutou. Nous sommes là à Mouyouka, dans le département du Fako, région du sud-ouest du Cameroun. Est-ce qu'on devrait pouvoir comprendre ces critiques aujourd'hui portées à l'endroit de l'armée camerounaise? Vous savez, la situation de l'armée du Cameroun est très délicate. Parce que, a priori, quand vous vous battez, quand une armée nationale se bat contre les invasions étrangères, mais il se trouve là que les étrangers sont souvent des compatriotes qui sont rentrés en guerre contre leur propre pays. Donc, c'est difficile dans ces circonstances-là de critiquer l'armée comme on l'aurait critiqué ailleurs. Et il est important de rappeler à nos compatriotes que dans une telle situation, il faut faire très attention. C'est lorsqu'on dit l'armée n'a pas fait ci, l'armée a commis tel dérapage. Que ce soit vrai ou pas, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il est possible que l'on fasse une guerre entre nous, Camerounais, sans ce type de dérapage? Déjà dans les guerres normales, entre guillemets, on regarde les guerres partout dans le monde, il y a toujours des dérapages. À plus forte raison quand c'est une guerre qui se déroule au sein de nos propres frontières. Donc, et l'ennemi, c'est une partie de nous-mêmes. Ce n'est pas facile de se couper la jambe soi-même. Ce n'est pas facile de s'opérer soi-même. Même quand c'est un simple abcès. Donc, je veux bien que les gens critiquent l'armée. Il faut adresser à l'armée des reproches. Quand il y a une situation anormale, il faut lui dire, bon, nous on pense qu'ici, là, il faudrait corriger. Mais il ne faut pas se comporter vis-à-vis de l'armée camerounaise comme si c'était une armée d'occupation, ou bien une armée qui est venue là pour commettre des exactions. Vous savez qu'il y a 4 ans, quand cette affaire, il y a 3 ou 4 ans, quand cette affaire, les ambazoniens étaient à la mode ici dehors, comme on dit, il y a des gens qui disaient que l'armée est là-bas pour commettre un génocide. Il faut se poser la question de savoir si une armée qui a les moyens mécaniques de l'armée camerounaise, en allant commettre un génocide dans une telle région, revient avec le résultat qu'on a 3000 morts, ou 4000 comme on dit certains, ou même 5000. Donc, je veux bien écouter ceux qui font des critiques en droit de l'armée. Mais ceux-là, en général, ils sont de mauvaise foi. On constate même qu'ils souhaitent qu'il y ait des incidents pour pouvoir continuer à critiquer le gouvernement en croyant que ces exactions-là peuvent profiter. À qui ça profite quand, excusez-moi, à qui ça profite quand il y a un incident de ce genre? Sincèrement, à qui ça profite? En dehors des ambazoniers et de ceux qui les soutiennent. À qui ça profite? Donc, quand il y a ce type de problème, on doit avant tout se ressaisir. Quel que soit le degré de douleur que l'on puisse éprouver, on doit se ressaisir et se dire que ce qui va nous arriver, si l'armée ne tient pas le fusil contre les Amazoniens, sera plus grave que ce qui se passe en ce moment. Bien plus grave. C'est pour ça qu'il faut revenir toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond du problème. Parce que quand on dit il faut revenir au fédéralisme comme le SDF le suggère, une solution peut être bonne à un moment donné et mauvaise à un autre moment donné. Parce que si on fait le fédéralisme dans ce pays, on dit le bloc anglophone, un État, le bloc francophone, un État, c'est le premier pas vers la sécession. Parce que ça donnerait raison aux sécessionnistes qui disent que les anglophones dans ce pays ont des droits particuliers ou devraient avoir des droits particuliers. En 1972, les UPCistes étaient contre l'abolition de la fédération, mais parce que la situation était bien différente. Ça évitait de concentrer, refuser qu'il y ait un État tel qu'il est, un État unitaire avec tous les pouvoirs entre les mains. Ça évitait de concentrer les pouvoirs entre les mains du dictateur idiot. C'est pour ça qu'on disait qu'il ne fallait pas abolir le fédéralisme. Mais aujourd'hui, refaire un État fédéré de l'ancien Southern Cameroun, un État fédéré du Cameroun dit français, c'est de dire qu'effectivement, ce que les ambazoniens là disent est juste. Il faut un État pour les anglophones. C'est inadmissible. Parce que ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'écrasante majorité de ce qu'on dit amazoniens, ce sont les gens de Foncha et machin, les mécontents,
du système du RDPC. J'ai eu l'occasion de regarder une vidéo d'un certain monsieur, je crois qu'il s'appelle Sako ou Ikome, quelque chose, qui a adressé un message à nos compatriotes du anglophone à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il a mis 2 images, Foncha du côté droit, à sa droite, et Ndele du côté gauche. Il parlait, il racontait. Ces gens sont en train de réécrire l'histoire sur des bases extrêmement fausses. C'est pour ça que nous sommes toujours obligés de vous rappeler que les gens qui pensent la solution au problème anglophone à partir de 60 ou 61, comme on a vu le gouvernement des États-Unis le faire, etc., c'est les gens qui trompent les anglophones. Pareil pour les SDF qui disent non, revenons à la situation de 72. Et plus grave encore pour les ambassadeurs, plus grave encore pour les ambassadeurs, qui disent qu'il y avait un État là-bas qui est subitement devenu un État vassal et qu'il faut le restaurer. Ce qui est totalement faux. Alors, on va peut-être arriver aux solutions tout à l'heure, parce que le temps pour nous de prendre également celui de Maître Paul Pailleret. Aujourd'hui, l'armée est encore mise au devant de la scène par à la fois les organisations de la société civile, la France aussi, qui semble accuser l'armée d'exactions dans le sud-ouest du Cameroun avec l'affaire Motou. Finalement, qu'est-ce qu'il en est? Et l'armée devrait-elle aujourd'hui arriver à se justifier de ce qu'elle fait sur le terrain? Oui, bon, avant d'arriver à cette question... Non, je souhaitais commencer d'abord sur la question. Ensuite, vous pourrez apporter des éléments... Je dois rectifier ce que Jean-Baptiste a dit tout à l'heure. Ça, c'est clair. Le principe, c'est que vous répondez d'abord à ma question. Vous perdre l'idée. Non, vous ne la perdez pas. Je vous ai Non, non, je ne laisserai pas. Le principe, c'est qu'il réponde d'abord à ma question. Ensuite, vous aurez le temps de pouvoir répondre à Jean-Baptiste. Pour moi, ça, je parle et je sais... l'armée camerounaise, c'est quand même une armée responsable. Ça, c'est clair. Ça, c'est un acquis. Nous parlons, certains parlent, alors que cette armée, c'est tous... Je ne l'apprécie pas tellement parce que j'ai un frère ou un cousin là-dedans. C'est aussi sa façon de pouvoir se comporter sur le terrain. Parce que la guerre dans le Nozo, c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre où il y a une tenue en bas et une tenue de l'armée régulière. C'est tel que la surprise peut sortir à tout moment. Et l'armée, parfois, quand ils attaquent pour se retrancher dans leur zone, l'armée peut bien confondre. Parce que quand vous allez attaquer, vous tirez, vous revenez dans la masse. C'est ça qu'on peut appeler, on peut qualifier cela en termes de bavure. Je suis d'avis, il y a quelques bavures qu'on a pu sanctionner, je crois, que ce soit Garbo ou partout. Il y a des gens qui sont en train de passer devant les tribunaux de la République. Donc c'est regrettable pour cette histoire, c'est pourquoi on regrette tellement, étant dans une guerre asymétrique, arme contre arme, depuis 4 ans, quand ça ne donne pas, pourquoi ne pas changer de stratégie? Axer plus, comme on le dit, sur le dialogue. Il y a eu d'abord quelque chose que nous oublions toujours, pour que cette crise puisse se taire. Laisser les anglophones causer entre eux. La All Anglophone Conference a eu des échecs à plusieurs reprises sous les manipulations du système en place. Nous le savons tous. Pourquoi ne pas laisser les anglophones s'expliquer entre eux parce qu'ils connaissent, pour certains, ces gars qui sont trompés et qui vivent actuellement en brousse pour faire des exactions. Et les exactions souvent sur qui? Parce que la plus grande population qui est là, c'est leur population. Quand il y a tous les raps et tout ce qui se passe, des décapitations, ça se fait où sur leur territoire. Mais à l'heure actuelle, beaucoup d'anglophones, beaucoup sont déjà fatigués. C'est une guerre qui n'a pas de sens et une guerre qui fait perdre beaucoup au Cameroun. Et que je le dis comme le SDF a eu à le dire, le dialogue c'est la meilleure solution. Et comme je dis, un préalable entre les anglophones. Et maintenant, par la suite, l'État peut organiser autant de dialogues, pas seulement des grands dialogues comme c'était la fois dernière. Et quand il fallait avoir un ordre du jour, mais un grand potentat du RDPC est venu, le sultan Bomonjoa, qui voulait qu'on mette un point à l'ordre du jour, à savoir la limitation de mandat. On lui a dit que l'ordre du jour était déjà préétabli. Donc vous voyez, s'il faut des dialogues, que ce soit vraiment des dialogues sincères, où les participants peuvent apporter des modifications à l'ordre du jour. Et un débat, c'est quelque chose qui peut se traiter avec toutes les autorités traditionnelles, que ce soit les chefs des villages et toutes les autorités religieuses. Ça peut aller si on laisse un peu l'opportunité aux anglophones de pouvoir discuter. Parce que tout ce que nous perdons là,
c'est l'armée qu'on perd. Et même l'État met de gros moyens pour entretenir cette armée, parce que déplacer, comme ces jours-ci, autour d'Amboya et Limbe, c'est un déploiement en moyens financiers énorme. Alors on pouvait s'en passer de cela si cette guerre n'existait pas. Certains vont dire on va dialoguer avec qui, mais vous bagarrez avec qui? Si c'est le vide, dialoguez avec le vide. S'il y a des gens en face, essayez de voir. Parce que même il y a des personnes presque au milieu. Quand les gens comme Cardinal Christian Toumi et autres, que ce soit même le chairman du John Foundry, il n'est pas pour la partition du Cameroun. Et je finis par là comme mon cher Ketchate voulait dire que le fédéralisme, c'est comme si on revenait à la partition du Cameroun. Un État fédéral, ce n'est pas que chaque État fédéré a ses limites et sort de là. Non, ça ne peut pas se faire. Parce que vous voulez dire que si on retourne au fédéralisme de 72. Oui. Mais retournons maintenant, parce que le fédéralisme que tu as voulu décrire, c'est comme si on revenait toujours à deux États. Même deux États, il y a des réalités sociologiques qui peuvent rapprocher le nord-ouest du littoral et le nord-ouest de l'ouest. Ça, il y a des réalités. S'il vous plaît. Non, c'est autant de choses. On peut revenir à un fédéralisme à 10 États. Pourquoi pas? Chaque région devient un État. Parce que quand on dit retourner au fédéralisme, dans ce pays, c'est retourner à 72. Non, il n'y a pas d'autre. On peut y adopter, peut-être retourner. On peut adopter le fédéralisme comme une forme de cet État. Ça ne veut pas dire qu'on retourne toujours au schéma de l'ancien temps. C'est pas ça. Mais soyez précis. Il faut qu'il soit précis. C'est pas toujours qu'il faut revenir au fédéralisme à 2 États. On peut revenir à 10 États. Non, on ne peut pas revenir. On va évoluer, s'il vous plaît, Jean-Baptiste. Merci. On peut faire un peu donc transformer le Cameroun en État fédéral. D'accord. C'est comme ça. C'est une proposition qui est faite sur la question du fédéralisme, ou du moins pour tenter également d'apporter des pistes de solutions dans le nord-ouest et le sud-est. Valentin Dior, on a donc observé cette situation qui semble s'enliser dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun, des tensions toujours, des morts, des rapts, des populations qui continuent de vivre dans la peur. Seulement, aujourd'hui, l'armée se déploie pour sécuriser à la fois les hommes et les biens, et peut-être même ces rebelles amazoniens ou ces rebelles séparatistes, selon le nom qui vous plaira. Pourtant, on observe aujourd'hui que les ONG sont montées au créneau, la France également, non sans véritablement pointer un doigt accusateur sur l'armée, demande une enquête indépendante pour savoir ce qui s'est passé dans la localité de Motou. Quel est le rôle que veut jouer véritablement la France? La presse a formellement condamné cette sortie du représentant français au Cameroun. Quel est le rôle que veut jouer la France? Je ne suis pas français, moi je suis camerounais. Mais je retiens, ou nous retenons, que avant Motou, il y a eu un checkpoint. Les éléments de nos forces de défense qui ont été assassinés à Matazen. Est-ce que l'ambassadeur de France ne résidait pas au Cameroun pendant cette période-là? Est-ce que les ONG qui sont montés au créneau pour dénoncer je ne sais quoi n'ont pas suivi cette actualité? Les éléments nous parlent. Et je pense que le président de la République, Paul Biya, qui a été élu sur la base d'un projet politique, parce que le débat, nous ne sommes pas en campagne électorale ici, le débat sur le fédéralisme est caduc. Hein? On évolue à la décentralisation. Le président de la République a été élu pour cela. Il en a donné aux Camerounais et ils en sont fiers. Parce que le destin, comme il a dit, le 31 décembre, il est entre nos mains et plus entre les mains des étrangers. Alors, ceux qui sont des affidés de ces organismes internationaux, de ces partenaires qui ont peut-être des agendas cachés, ne pourront pas prospérer face à la sagesse de notre président de la République. Je profite de l'occasion pour saluer la bravoure de nos forces de défense.
grâce à nos forces de défense, ces régions-là connaissent l'apaisement. Mais ces mêmes forces de défense que vous saluez aujourd'hui ont été incriminées dans d'autres circonstances. Le cas de Garbou qui avait commencé à la fin d'abord par un déni de l'armée et qui finalement a reconnu avoir péché quelque peu avec des exactions contre les populations. Avant Garbou, on a connu l'Imbororo. Personne n'a crié après que les compatriotes camerounais soient assassinés. Alors Garbou, le président de la République, comme toujours, légaliste dans ses démarches, a mis sur pied une commission d'enquête. Et Maître Paéré l'a dit tantôt, les responsables sont face aux juridictions militaires. Et c'est ça, un pays qui est doté d'une démocratie à la qualité que nous savons pour le Cameroun. Alors, je ne peux, à la limite, qu'inviter nos jeunes compatriotes des régions du sud-est et du nord-ouest. Dieu seul sait aujourd'hui combien ils sont nombreux dans les DDR, combien ils sont nombreux à soutenir la paix. On a vu chaque fois les marches pour la paix dans ces régions-là, qui sont le fruit du résultat de la démarche du président de la République. M. Paéré parle de dialogue. Le grand dialogue a été un cadre institutionnel pour rassembler les Camerounais et penser le Cameroun. Et à la suite de ce grand dialogue, les dialogues ne se sont pas arrêtés. Les chefferies traditionnelles dans ces régions-là sont consultées au quotidien. Les autorités, l'élite, les populations de ces régions au quotidien dialoguent. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, on parle plus d'exactions. Du moins, on parle beaucoup plus de cas isolés. On parle aujourd'hui du banditisme. Parce que jamais on n'entend plus un discours politique versant officiellement, au fait, pas peut-être pas officiellement, versant sur les questions de séparatisme, ainsi de suite. Mais pourtant, le dernier message des leaders de la séparation informelle, plus que jamais, nous voulons notre État, l'État de l'Ambazonie, reconnaître même le peuple ambazonien. Vous savez, le prétexte, certainement, le Cameroun est actuellement abrite une compétition. Tous les regards sont orientés sur le Cameroun. Donc, ces personnes-là, c'est l'occasion pour passer certains messages. Mais nous savons à quel niveau sont ces messages et les actes, ou du moins l'objet qu'il essayait de faire transmettre au sein des populations de ces régions-là qui ont dit non. La preuve, je vais me répéter, ces régions aujourd'hui connaissent un apaisement, bien que qu'il règne encore, c'est une zone de crise. On ne va pas s'en dédouaner, c'est une zone de crise, il peut y avoir de la psychose. Mais de plus en plus, elle en existe. Enfin, de moins en moins, elle en existe, je voulais dire, cette psychose-là. Parce que les éléments, les forces de défense, vu les actions sécuritaires qui sont faites au quotidien sur le terrain, font le toilettage. D'accord. Un toilettage à saluer pour les forces de défense et de sécurité sur le terrain. Jean-Baptiste, avec vous, on va progressivement sortir cette question de la crise anglophone. On a multiplié des cadres de dialogue. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement sur le terrain pour avoir un apaisement et peut-être un retour véritable à la normale? Ce qu'il faut faire, nous l'avons dit depuis toujours. Dans ce pays, il faut que l'on restaure l'indépendance, le combat pour l'indépendance, qu'on le ressuscite, qu'on le remette comme étant... Quel combat de l'indépendance encore, Jean-Baptiste? Mais tout ce problème de la zone dite anglophone vient de ce que les indépendantistes camerounais ont été défaits. Parce que ce n'était pas comme ça que les indépendantistes camerounais voyaient la réunification. Ils ne voyaient pas deux États juxtaposés qui vont entrer fatalement en conflit.
C'est de là que vient le problème. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'insistais pour vous dire, contrairement à ce que dit le représentant du RDPC, nous ne pensons pas que les populations n'ont pas approuvé le processus sécessionniste, qu'elles ont rejeté ça. Non. Si les sécessionnistes ont pu prendre pied dans la société des zones du nord-ouest et du sud-ouest, c'est parce que la manière de gouverner le pays est contre les intérêts des populations. Et c'est facile quand vous avez des gens qui sont mal gouvernés, qui sont maltraités, de venir leur raconter n'importe quoi et vous faire suivre et être suivi. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc ne dites pas que les gens n'ont pas suivi. Les gens ont cru que c'était une solution. Les gens ont cru qu'il est possible de découper le pays en deux morceaux. On ne peut pas blâmer ces gens-là parce que ces gens n'ont pas toute l'information nécessaire pour décider. Quand vous voyez, vous parlez une langue qui est le pidgin ou l'anglais, vous vous présentez devant une administration, l'administrateur est francophone, il vous méprise, etc. Les conditions dans lesquelles vous vivez sont mauvaises, les perspectives de progrès pour vous et pour votre famille sont mauvaises. C'est normal que vous croyez que vous êtes un étranger dans votre propre pays. C'est de là qu'est parti le problème, M. Moutomé. Donc quand nous disons que il faut... Mon parti s'appelle le Mouvement pour la Nouvelle Indépendance. Il faut une nouvelle indépendance au Cameroun, c'est-à-dire une indépendance pour les Camerounais, parce que l'indépendance qui est là actuellement, c'est l'indépendance pour les Anglais et les Français. C'est eux qui ont organisé le pays tel qu'il est. C'est eux qui ont imposé à Idio. C'est eux qui ont amené Fontia à s'associer à Idio pour faire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire le premier système fédéral, et puis le système unitaire et la dictature. C'est ça le problème. Les Camerounais n'ont pas besoin d'une dictature, ils n'ont jamais dit qu'ils avaient besoin de ça. Quand nous disons qu'il faut une nouvelle indépendance et la démocratie, c'est qu'il faut que dans ce pays, nous discutions de comment on doit organiser notre pays. Quelle est la meilleure organisation qu'on doit avoir pour notre pays. Et à partir de là, les choses devraient marcher normalement. Parce que quand vous avez choisi une voie, que ça ne marche pas, vous pouvez changer. L'essentiel étant que vous soyez d'accord que vous êtes dans le même pays et que vous devez discuter pour que la voix de la majorité gagne. De ce point de vue, il faut faire très attention aux idées dangereuses qui circulent. Tout à l'heure... Ce sera pour jeter. Oui, en deux mots. Tout à l'heure, il a été question de dialogue. Vous entendez ça partout. Le gouvernement a organisé son dialogue avec son agenda. Il estime que c'est bon. Nous, on estime que on ne doit pas faire comme ça. On doit procéder différemment. On doit refonder le Cameroun. Mais ceux qui disent qu'il faut dialoguer entre anglophones, c'est des idées très dangereuses. Je dis ça à M. Pahir du SDF. De dire que les anglophones doivent aller se réunir quelque part. Mais c'était la proposition qui avait été d'abord faite par les anglophones. Quand vous dites les anglophones, c'est qui? C'était été porté par le cadre de Santoumi et bien d'autres anglophones qui estimaient que le cadre de Santoumi avait suffisamment d'entrants et d'emphase pour pouvoir rassembler autour de lui une idée qui soit essentiellement anglophone conférence. Justement, M. Moutomé, justement, Toumi n'a pas raison et il n'est pas le représentant des anglophones. Je ne sais pas de quel parti finalement ce monsieur est. Il faut être d'un parti. Mais bien sûr, parce qu'on est en politique. Quand vous décidez. On n'a pas besoin de parti. Non. Si vous me donnez 2 minutes, je m'explique. Quand vous dites que les anglophones doivent se réunir, c'est quand on vous a dit tout à l'heure que c'est acter la sécession, c'est de dire que dans ce pays, quand il y a un problème, les anglophones vont là-bas, les francophones vont là-bas. C'est insensé. On est dans le même pays. Pourquoi est-ce que les anglophones devraient faire une réunion à part pour un problème qui concerne l'ensemble du pays? Ce n'est pas juste. C'est d'autant plus dangereux et injuste que il y a déjà eu 2 assemblées dites anglophones. Et dans ces assemblées-là, c'est à partir de là qu'ils se sont mis à organiser et à légitimer les projets de sécession. Parce que c'est dans ces assemblées-là que les frontières sont venus raconter des histoires mensongères. De dire aux gens, oui, you are supposed to join as two equal states. Des choses comme ça. Oui, non, c'est Aïdjo qui m'a trompé. Alors qu'il était partie prenante de tout ce qui s'est fait. Laissez-moi... Laissez-moi 30 secondes. Quand vous dites les anglophones, ça c'est très important. Parce que les 2 All Anglophone Conference, c'était terminé par des propositions qui n'étaient pas bonnes pour le pays. C'était d'autant plus mauvais que le SDF est bien placé, puisqu'en 92, avant la 2e All Anglophone Conference, John Fundi, qui est un anglophone, a été élu président du pays. Comment vous pouvez expliquer que la majorité des gens qui suivent Fundi sont les francophones et lui il s'en va dans une réunion, on va diviser. Est-ce que le paysan, l'étudiant, le haut fonctionnaire
le fonds Moukete, ou bien le fonds Angoifort, est-ce qu'ils sont tous, quand on dit les anglophones, est-ce qu'ils sont tous au même niveau d'information? Est-ce qu'ils sont tous au même niveau d'intérêt? Est-ce que quelqu'un qui gagne 500 francs ou 1000 francs par jour a les mêmes intérêts dans le nord-ouest et le sud-ouest que quelqu'un qui est milliardaire? Donc cette affaire de dialogue où il n'y a pas l'objet. Dernier mot. Non, vous n'aurez pas un dernier mot. Les ambassadeurs disent aussi qu'il faut le dialogue. Et le dialogue, c'est de dire qu'on va se réunir à l'étranger et on délimite la frontière. Donc arrêtez de faire croire aux gens que dialoguer, ça veut dire que c'est la solution. Comment il faut dialoguer dans le cas d'espèce? Puisque vous parlez de dialogue, le gouvernement évoque également la question du dialogue dans le cadre de cette crise anglophone. Oui, même Kechaten s'en va jusqu'à dire que les ambazoniens veulent le dialogue. Mais oui, c'est ce qu'ils disent. Soit, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Sur quoi? Vous dites même souvent, avec qui? Non, tu n'as jamais dit avec qui. Comment tu peux dire maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la zone? Toi, tu es dans la zone francophone, tu ne vis pas ce que ces gens vivent. Ça, c'est une vérité. Alors, s'il y a des gens qui écoutent, entendent ces crépitements de balles matin, midi, soir, vous croyez que c'est le même tempérament que vous avez? Vous parlez comme vous êtes. Vous êtes ici, vous n'êtes pas dans la zone en question. Nous parlons, j'y vais souvent. Je ne sais pas si vous vivez, comment vous pouvez empêcher, si dans un quartier, et supposons même que la zone c'est un quartier de Douala, il peut arriver à Comondo quand il y a des troubles. Les gens se réunissent là-bas pour s'entendre avant que le gouvernement n'arrive. Vous ne voulez pas que ces gens se regroupent, pourquoi? Se regrouper ne veut pas dire qu'ils vont faire sécession, parce qu'entre anglophones, il y a la minorité qui est pour la partition du Cameroun. Mais il vous a reproché dans cette posture-là, s'il vous plaît, dans cette posture-là, il y a eu déjà 2 réunions essentiellement et qui n'ont pas véritablement abouti à du concret. Au moment où c'était très opportun, surtout avant, quand il parle de 92 et autres, ces choses rampaient comme ça, ce n'était pas déjà si plausible comme à l'heure actuelle. Maintenant, nous voyons les conséquences, tout ce qu'on trouve comme conséquences négatives. Quand il arrive qu'un prélat comme Christian Toumé, il n'a pas besoin d'être d'un parti politique, c'est un prélat, et c'est un homme de Dieu, il peut parler. Alors c'était c'était un projet où si on permettait aux anglophones, je ne dis pas que c'était la solution à tous les coups, à tous les prix, mais ça pouvait contribuer, et comme ça peut être encore une solution, pourquoi on essaie de trouver? Parce qu'on parlera de dialogue. Le gouvernement a fait son dialogue avec son timing. Avec le SDF comme invité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu as fait l'ordre du dialogue. S'il vous plaît, c'est le DPC. Quand le SDF peut y aller, parce que le SDF va étant, parce que de l'autre côté on dit qu'on est mendiant de la paix, le SDF allait comme un vrai mendiant de la paix parce que son grand bastion étant dans la zone. Y a-t-il une unité de mesure du vrai mendiant ou pas? Bon, je ne sais pas. Oui, bon, un mendiant, c'est un mendiant, comme beaucoup d'autres. Je ne sais pas, je n'ai pas gradué, je n'ai pas donné une gradation. Le SDF étant très concerné directement et aller au grand dialogue. Vous voulez faire un jeu aujourd'hui comme les autres partis? Si c'était à refaire, le SDF croyant qu'on y allait pour avoir au sorti des solutions d'apaisement pour la zone euro. Voilà pourquoi on est allé. Et alors, nous continuons à clamer cela. Le dialogue, quand il y a des problèmes, il y a toujours les rapprochements entre les gens. Ce n'est pas, on ne compte pas au bout des doigts combien de fois on peut se retrouver. Mais retrouvons-nous d'une manière plus efficace. Pourquoi ne pas faire une détente en libérant certains leaders en question qui sont en prison? Ça, c'est aussi une solution pour détendre l'atmosphère. À un certain moment, lorsqu'il y a eu une rentrée scolaire, Mancho, BBC et autres demandaient à pouvoir être dehors pour pouvoir convaincre les gens à reprendre l'école. A-t-on permis? Donc, c'est attirer l'attention du gouvernement, du système en place, à pouvoir détendre l'atmosphère et continuer dans le dialogue. Continuer dans le dialogue, Valentin John, détendre l'atmosphère en libérance. D'ailleurs, l'appel également lancé par le MRC, malheureusement, le représentant de cette formation politique n'est pas sur ce plateau. Est-ce qu'on n'a pas déjà suffisamment fait, ou alors, qu'est-ce qu'il faut davantage faire pour calmer la situation et retourner dans le normal, dans le nord-ouest, le sud-est? Qu'est-ce qu'il faut davantage faire? Il y a déjà eu un grand dialogue. Va-t-on faire un deuxième grand dialogue? Peut-être un troisième grand dialogue? Couper les financements
qui viennent de l'étranger. Comment les couper? Par les partenaires, les pays amis qui abritent ces terroristes-là. Parce que, en interne, le président de la République et l'État du Cameroun a déjà fait et en fait au quotidien. Le maître Pairé parle de libération. Vous savez qu'à la suite du grand dialogue qui a connu la présence du SDF au plus haut niveau. Je ne dis pas non, on était au plus haut niveau. Pour donner des idées. Par la suite, à la suite de ce grand dialogue, le président de la République a invité à la libération des sécessionnistes. Alors, on avait libéré des personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de cette crise anglophone. Je continue pour dire que la décentralisation, parce que c'est elle qui est d'actualité, et je inviterai... Mais vous pensez que la décentralisation telle qu'elle est faite aujourd'hui pourrait être le déclencheur d'une nouvelle façon de gouvernance dans le nord-ouest et le sud-ouest? Son contenu, son approche, ses méthodes de gouvernance répondent aux aspirations des Camerounais d'abord, et beaucoup plus particulièrement aux populations, aux compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a des spécificités historiques qui sont respectées. Parce que quand on parle fédéralisme, c'est très générique. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Par contre, la décentralisation a un contenu qui est connu, qui a été unanimement établi par les Camerounais, qui se sont fait face. Ce n'est pas de façon unilatérale. Mon frère, M. Paéré, qui aime bien parler du RDPC. Non, ce n'est pas le RDPC. C'est les Camerounais de tout ordre qui se sont retrouvés autour des points, qui ont dialogué, et il en est sorti des recommandations. Et nous savons tous que ces recommandations-là sont mises en pratique aujourd'hui. Voilà les pistes, et la piste essentielle. Alors, on invite les partenaires, tout simplement, qui abritent ces Camerounais qui sont à l'étranger, qui ont perdu, qui ne sont même plus Camerounais de nationalité. On invite ces partenaires à mettre le droit en avant pour arrêter le financement du terrorisme international. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les revendications a parlé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, oui. Les réponses ont été apportées aux revendications légitimes des compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont été posées par des corporations. Et je vous renvoie, peut-être que vous n'avez pas l'information, il faut actualiser certainement votre documentation là-dessus, oui, pour savoir qu'effectivement, le chef de l'État a apporté des réponses aux coopérations. Les avocats, Maître Paéré, il le sait, les enseignants, et il est allé au-delà. La loi, on parlait de l'OADA, le code OADA, qui est un élément. Ça attendait quoi depuis? Donc, il n'est jamais trop tard à Maître Paéré. Donc, pour vous dire que les réponses ont été apportées. Et à la suite de ces réponses-là, le grand dialogue en fait même partie. D'accord. Donc, des réponses ont été apportées. Maître Paéré, le SDF est-il un parti anglophone? C'est un parti camerounais. C'est un parti camerounais. Vous déstructurez tout votre argumentaire sur la question. L'un de ces bastions. Est-ce qu'il y a meilleur bastion ici, à la partie, à la région du Nord-Ouest, on ne simplifie pas un bastion. Que seul le SDF partage? Seul le SDF partage ce bastion? C'est donc pour vous dire que, en termes de bastion, le SDF et le RDPC est autant ancré dans ces régions-là. Parce que quand vous dites
anglophone même. Monsieur Jean-Baptiste vous a posé la question, ce que ça signifiait aujourd'hui. Anglophone, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup à vous, monsieur. Parce qu'il n'y a pas une ethnie, il n'y a pas une ethnie anglophone. Merci beaucoup, monsieur. On va prendre le prochain sujet. S'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. On va prendre le prochain sujet et c'est en un tour de parole pour chacun d'entre vous. Je donnerai 4 minutes précisément pour parler de l'exécution du budget d'exercice 2021. Le budget est évalué à 4800 milliards de francs CFA, un peu plus pour cette année 2021. On connaît le mécanisme pour obtenir ces financements-là, pour faire tourner l'action de l'État. Maître Paul Paéré, le ministre Louis-Paul Montazé, en procédant au lancement, qui s'est également répercuté au niveau des autres régions, des départements et même des arrondissements, a prescrit rigueur et efficacité dans l'exécution et dans la gestion de la finance publique. Est-ce qu'on n'est pas dans la redite de ce qui a été dit déjà autour de la gestion de la fortune publique? Voilà, ça c'est, je peux dire, c'est déjà un disque rayé, un vieux disque rayé. Parce que depuis 82 qu'on parle de rigueur et moralisation, on croyait bien que c'était cette rigueur et moralisation. Aujourd'hui, on trouve que les prisons sont pleines parce que la gestion est toujours catastrophique. Et qui dit catastrophique dit, quand je veux parler, je regarde bien monsieur Njor, votre parti qui est au pouvoir, qui partage tout comme il veut. Bien sûr, pour la répartition de ce budget pour les investissements publics. Quand j'ai lu le document, bon, la rigueur viendra peut-être. Je ne sais pas si les Camerounais vont changer un peu, parce que toute personne qu'on nomme au Cameroun pour gérer une portion se trouve propriétaire de cette portion et fait comme il veut de ce qu'on attribue. Je regrette plutôt quand j'ai regardé la répartition sur le plan national. Certaines régions ont un peu plus que d'autres. Bon, il y a des régions comme le Grand Nord, ça s'est décrié. Toutes 3 provinces qui ont presque ce que le Sud peut avoir seul. C'est autant de choses à décrire. Peut-être on dit qu'il y a encore les infrastructures à développer et tout qu'on sort. Bon, c'est à s'interroger. Et voilà, même certaines zones comme la zone d'Inozo, aussi ce qui est allé là-bas, c'est vrai il y a un budget peut-être pour les travaux et tout qu'on sort. Donc la répartition, ça amène à s'interroger. Alors maintenant, c'est la gestion de ces fonds, c'est ce qu'on doit suivre ensemble. Et quand on va voir que des gens ont mal géré, et quand peut-être le SDF, comme on dénonce souvent, parce que l'un des rares députés de la nation qui, quand il voit que ça ne donne pas, il dit quelque chose, celui-là est du SDF, et je suis fier, l'honorable Nietzsche, qui peut s'attaquer. Et si tous les députés camerounais, parce que pour que tout se passe bien, si sur les 180 députés camerounais, chaque député ou bien chaque parlementaire s'attelait à pouvoir suivre l'action gouvernementale et surtout ceux qui sont en train de gérer ces fonds, je crois qu'il y aurait assez de crainte pour qu'ils essayent de faire comme avant, comme par le passé. Parce que les gens gèrent aujourd'hui la fortune publique comme leur poche. On y pêche et on sait peut-être on a calé ça quelque part, on doit aller en prison, on doit continuer à manger avec sa famille. Pendant ce temps, le peuple camerounais est en train de mourir. Donc vraiment, le Camerounais devrait, vraiment tout ce que nous disons, il faudra même que chaque Camerounais fasse son introspection. Qu'on essaie de devenir vraiment des citoyens dignes de ce nom. Tous les Camerounais, au point que si on vous laisse une valise d'argent, vous savez que c'est pour l'utilisation publique, utilisez cela pour le public. Mais quand on vous nomme, vous commencez d'abord par faire des fêtes, parce que vous allez gérer une cagnotte. Voilà ce qui ouvre les portes à ce gâchis dans la fortune publique. Donc il faudrait que vraiment le Camerounais, même à un certain moment, je me suis dit, on a dit Aïdjo dictateur. Dictateur, à un certain moment, Aïdjo ne permettait pas qu'on détourne la fortune publique n'importe comment. À un certain moment, j'ai l'habitude de dire, pourquoi ne pas revenir à la peine de mort? Parce que ces gens, ces voleurs-là, ils ne devraient, je ne peux pas être en train de voler et sachant qu'on va me mettre sur le poteau de main, je n'aurais pas. Alors, c'est autant de choses. Alors, M. John,
rigueur, fermeté, efficacité, mais également réduction du train de vie de l'État. C'est devenu un serpent de mer, cette réduction du train de vie de l'État. Comment y arriver définitivement et permettre à l'État de pouvoir faire des économies pour les réinjecter pour le bien de tous? Alors, rigueur, moralisation, vous aviez dit... Non, je ne parle pas de moralisation, je parle de rigueur, efficacité. Efficacité, oui, ainsi de suite. Réduction du train de vie de l'État. Réduction du train de vie de l'État. Et je pense que le président de la République a donné déjà le ton. Le 31 décembre, lors de son discours... Je n'ai pas entendu dans ce discours-là. Où il a parlé d'une gestion qui se voudrait une gestion méticuleuse de la fortune publique. Je suis en train de paraphraser. Je suis en train de paraphraser le président de la République. Et à la suite du lancement de ce budget le 12 janvier par le ministre des Finances, et compte tenu du contexte, parce que le ministre des Finances est revenu là-dessus, où il a dit qu'il faille faire une gestion optimale des recettes par une exécution très rationnelle de ce budget. Non, je ne voudrais pas qu'on revienne sur ce que Paul Païré a dit il y a quelques instants. Je suis en train de dire, quand le ministre des Finances dit qu'il faille faire une gestion optimale des recettes et une exécution rationnelle, ça veut dire que les dépenses sont liées à une nécessité. Donc, voilà à quoi s'en tenir pour cet exercice. Quand on achète 30-40 véhicules de 80 millions de francs CFA en période Covid et en période de crise sécuritaire, est-ce qu'on a fait une dépense, vous l'avez dit, ces véhicules, la ligne d'achat de ces véhicules et l'objet d'achat viennent d'où? C'est vous qui me donnez l'information. Non, je ne donne pas l'information, je pose des questions. Je ne peux pas vous apporter une réponse satisfaisante parce que je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, vous semblez refuser non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Les évidences parce que les dépenses sont liées. Les sous-traitants des véhicules qui coûtent à peu près 30 millions chacun. Il y a un budget alloué pour cela, qui est connu. Et la nécessité pour ces voitures qui sont des voitures tout-terrain s'impose compte tenu de l'environnement dans lequel les sous-préfets travaillent. Je pense pas. Est-ce que vous avez vu cela? C'est pas nous qui fixons les prix des véhicules, on les achète. Et compte tenu de notre environnement et compte tenu des milieux naturels où travaillent ces fonctionnaires de la République, il faut leur doter de moyens conséquents. Vous n'allez pas dire, nous ne fabriquons pas l'armement. Nous sommes en crise sécuritaire, il y a une crise sécuritaire au nord-ouest, au sud-ouest, à la partie dans notre frontière de l'Est. Vous n'allez pas demander à l'État du Cameroun de s'offrir le maximum, la qualité du matériel adéquat qu'il faut. Dans ce cas d'espèce, le Cameroun ou l'État du Cameroun ne réduit pas son train de vie. Qu'est-ce que vous appelez train de vie? C'est pas moi qui le dis, c'est le président. C'est bon pour vous dire que le train de vie aujourd'hui, il y a quelques années aujourd'hui où le budget, la loi des finances tient compte de cela et fixe les objectifs. C'est pour ça qu'il y a un lancement officiel de l'exécution de ce budget pour que les gestionnaires soient outillés du bien fondé de ce qu'ils ont sous la main pour éviter les disparités. Et c'est de ça qu'il est question. J'aimerais être sur votre plateau en 2022 pour en faire le bilan. Mais nous sommes aujourd'hui à l'entame de l'exécution d'un budget. On attend voir. Et c'est sûr que les gestionnaires indélicats, s'il y en aura, vont payer. Bon, c'est pour dire que rien ne se fait
de façon hasardeuse. Nous sommes dans un État qui se respecte, qui est encadré par une juridiction adéquate. Voilà. On vous prendra au moins le moment venu. On espère qu'en 2022, on sera là pour discuter de ce budget, de la manière avec laquelle ce budget est exécuté. On parle donc de l'exécution de ce budget pour de la question à Jean-Baptiste Ketchata. Le ministre a plutôt recommandé aux gestionnaires de permettre à ce que les projets puissent être menés à terme. On a des projets dans les localités, mais ces projets à la fois ne sont pas matures, mais ces projets, pour la plupart d'entre eux, sont matures, ne sont pas réalisés. Comment faire en sorte que finalement les projets du budget d'investissement public soient tenus dans leur terme, dans les délais, mais également dans la meilleure exécution possible? Il n'y a pas une solution. Le budget n'est que l'expression des choix économiques et politiques. Parce que on entend des débats qui sont un peu ubuesques. Si vous prenez n'importe quel discours d'un ministre il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est toujours la même chose. Penser à bien exécuter le budget, etc., dépenser adéquatement. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de nouveau. Notre budget, c'est le budget d'un État néocolonial. Vous voyez bien que les rubriques qui sont là-dedans concernent d'abord le maintien du système. Ce n'est pas un budget qui vise à changer de manière structurelle l'économie du Cameroun, non. On parle de relance de l'économie du Cameroun avec ce budget de... Oui, relancer une économie qui est de type néocolonial. C'est-à-dire, toute l'économie du Cameroun, c'est sous la forme d'un entonnoir, ça va vers ici, là en bas, au port de Douala. C'est ça l'économie du Cameroun. Ça ne se transforme pas là où ça se produit, où on trouve des richesses agricoles, où on trouve des richesses du sous-sol, etc. ou bien d'autres types. Parce que c'est en ce moment-là qu'on pouvait se mettre à se pencher sérieusement sur... Il n'y a rien d'extraordinaire dans le budget. J'ai suivi la petite polémique que le SDF a provoquée tout à l'heure. C'est un peu du populisme et de la désinformation. De venir dans un budget comme ça, on dit, ah, les gens du Sud, comment? Le Sud a reçu 100 milliards pour le budget, tout petit Sud là. On a déjà entendu ça mille fois. Chaque fois il y a ce genre. Et il faut faire attention parce que quand on parlait tout à l'heure de Kizano, parce que c'est ce genre de propos qui donne tendance, qui fait croire aux Camerounais qu'il y a des gens à part, que le gouvernement a des gens qui traitent spécialement. Il faut faire très attention. Depuis qu'on dit que le Sud reçoit ceci, on a nommé des gars du Sud, les frères de Pia, les gens de telle ethnie, tout ça. Est-ce que le Sud est plus développé que l'essentiel de la richesse du Cameroun se trouve sur les côtes. Et plus on s'éloigne des côtes, moins il y a de progrès social et économique. Donc, cette manière de présenter les choses, car s'il y a un investissement dans le Sud, mais les gens vont aller là-bas. Pourquoi se mettre à crier sur cette répartition comme si ça posait un problème particulier? Si on veut remettre en cause la manière dont le budget est accepté, il faut le faire de manière globale. Il faut regarder quel est le budget de l'éducation, quel est le budget de la santé. Ça, c'est des choses fondamentales dans un État. De dire qu'on va, je ne sais pas moi, ce qui fait que le budget du Sud soit plus important, on va peut-être achever les travaux du port de Kribi. Quand un port est acheté, quand la ville de Kribi se développe, est-ce que c'est les gens du Sud seuls qui profitent? Donc, cette manière de présenter les choses-là, ça ne nous sert pas. Pareil, quand ils veulent nous faire croire que Aïdjo et compagnie ils ne voulaient pas, c'est faux. Aïdjo a exécuté qui pour vous faites la proposition qu'il faut maintenant exécuter les gens. On a exécuté qui pour avoir volé l'argent public. C'était comme aujourd'hui, les gars tapent dans la caisse. Quand il y en a beaucoup, ils tapent beaucoup. Ce qui est choquant maintenant, c'est que l'appauvrissement grandit et les gens continuent de voler exagérément. Et la différence avec qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que nous avons dit... Il faut voler, il faut continuer à voler. Qui a dit qu'il faut voler? Parce que quand vous étiez les gens du SDF, quand vous étiez au gouvernement, vous ne criez pas comme... Qui ne crie pas? Qui était au gouvernement? Mais le SDF sort du RDPC, peut-être vous l'oubliez. Mais ça c'est autre chose, ça c'est un débat. Ça c'est un débat qui n'a pas de sens. Quand vous voulez amener... Vous voulez dire, si quelqu'un a été du RDPC, après n'est pas là. Parce que quand vous voulez faire croire que le détournement, la corruption, la mauvaise gouvernance, c'est sous Dia que ça a commencé, c'est normal
qu'après lui aussi, il fasse monter des gars qui disent que vous là, vous voulez le pouvoir pour les gens de votre religion ou de votre ethnie. Qu'est-ce qu'on doit dire pour sortir de ça? Nous disons la même chose. Il faut refonder le Cameroun sur des bases saines et sérieuses. Que quand on discute de budget, qu'on ne discute pas de budget en disant la région du Sud a reçu tel montant, c'est anormal parce que telle région en a reçu. Il y a des régions qui peuvent être prioritaires parce que vous pouvez investir plus ici et le fruit des investissements tirés de ces régions-là profite au reste du pays. Le port de Douala est bien à Douala, mais c'est au-delà même du Cameroun. Donc arrêtons de poser le problème là où il n'est pas. Ce qu'il faut dire en matière d'économie et donc en matière budgétaire, c'est que l'économie du Cameroun est mal orientée. Nous devons orienter l'économie du Cameroun vers la transformation de nos richesses, vers l'industrialisation de notre pays. C'est ça qui va permettre de créer les emplois qui manquent dans le nozo et qui font que les enfants suivent des gens qui veulent séparer les Camerounais. C'est ça qui va permettre que les Camerounais ne lisent pas le budget en disant ah oui, c'est les gens du Sud qui ont... Non, dans les pays sérieux, les pays normaux, les gens lisent le budget en regardant d'abord quelle est la part du budget qui va revenir au plus humble d'entre nous, c'est-à-dire des budgets liés aux secteurs sociaux, à l'équipement du pays. C'est comme ça qu'on lit un budget. Et pour qu'on ait les moyens de faire cela, il faut changer totalement le système économique. Il faut un système économique où la monnaie est propriété du Cameroun, donc c'est le Cameroun qui décide de ce qu'il fait, de sa politique monétaire. Il faut une politique qui fait que le Cameroun transforme ce qu'il produit, il le commercialise avec ses voisins, il échange davantage avec ses voisins, etc. etc. Donc, sinon on ne peut pas prendre un budget ordinaire qu'on a déjà voté 1000 fois pour se mettre à discuter comme des chiffonniers. Alors on va sortir de cette émission de cet après-midi avec le sujet sur la République centrafricaine. Et c'est un sujet également qui semble fâcher davantage dans la sous-région CEMAC. La Centrafrique vient de tenir une élection présidentielle. L'élection s'est tenue dans un climat particulièrement tendu. Aujourd'hui, on semble accuser, je reste avec vous Jean-Baptiste Ketchatin, l'ancien président François Bozizé qui aurait obtenu le soutien soit de la France et d'autre part le président Touadéra qui vient d'être réélu et qui aujourd'hui bénéficie du soutien de la Russie. Est-ce qu'on est dans un pays qui va à se diviser au regard de ses partenaires étrangers? La situation de la République centrafricaine est vieille depuis longtemps. Ce pays est en proie, c'est pas très différent par rapport à la différence, c'est que c'est un peu plus maîtrisé. Ce pays est en proie à ce type de tension où les puissances étrangères soutiennent tantôt tel homme politique ou tel autre, au détriment de la stabilité et donc le progrès du pays. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aucune des puissances étrangères qui intervient en RCA n'intervient pour le bien des Centrafricains. Mais il faut toujours tenir compte du moindre mal. Les gens qui prennent des fusils pour aller attaquer le pouvoir qui est en Bangui, ils ne sont pas légitimes. Et c'est normal que la France ait toujours 2 ou 3 fers au feu. Elle fait ça partout. Toutes les grandes puissances font ça partout. Au Cameroun, au Tchad, au Nigeria, partout. Ces gens-là essayent de pousser leurs pions en fonction de leurs intérêts. Ce que les Centrafricains, comme les Camerounais, parce qu'en réalité les Centrafricains ne sont que les Camerounais qui sont à l'Est, ce que les gens doivent comprendre, c'est que il faut dans nos pays soutenir tout ce qui permet d'apaiser et de progresser. En ce moment-ci, on ne peut pas admettre, on ne peut pas tolérer que les gens prennent des fusils, attaquent le gouvernement qui se trouve en place, sous prétexte qu'ils veulent que lui il n'est pas légitime, etc. Alors que c'est souvent des gens des mêmes groupes qui se sont séparés. Il est possible que le gouvernement Touadéra ait un peu plus de soucis de faire progresser la République centrafricaine que les autres acteurs. Il est possible. On n'est pas allé au fond du sujet pour mieux le comprendre. Mais que ce gouvernement-là soit dans cette disposition-là ou pas, ceux qui sont en train d'attaquer ne sont pas en train de faire une action favorable au développement de la République centrafricaine, à l'apaisement d'abord, et ensuite à faire mettre en route ce pays sur les voies du progrès, parce qu'ils ont terriblement régressé avec ces 15 années ou 20 années de perturbation sur qui va devenir président, de qui sera pas, etc., etc. Et dans lesquels
on insiste sur le thème dans lequel les puissances occidentales ne font que jouer le jeu de, comment on appelle ça, celui qui tire les marrons du feu, vous tirez les marrons du feu pendant qu'un autre va en profiter, va les manger. Alors, Valentin Dior, cette semaine qui s'achève, on a pratiquement issu un coup de temps manqué en Centrafrique. Ça a été condamné par plusieurs États de la sous-région Afrique centrale, notamment le Tchad, qui a rendu public un communiqué dans lequel il fustige la position de la France, fustige également la tentative des putschistes, notamment conduite par François Bozé, qui semble être le mal-aimé de la Centrafrique. Comment cette récurrence, cette réjouissance de coup d'État ou alors d'insécurité dans un pays où tout est pratiquement mis en œuvre pour arrêter ces tensions-là? Je pense que le cas centrafricain pose ici la problématique de l'ingérence dans les affaires d'un pays. Et je vais d'abord saluer, pour continuer, je vais saluer le retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, la démocratie doit être au-dessus de toutes nos passions. Et le pouvoir d'un État doit émaner de son peuple. Et si aujourd'hui nous comptons dans certains pays les velléités les velléités de déstabilisation venant de certaines puissances, il est temps pour les Africains de penser leur avenir, d'être beaucoup plus matures, parce que ce qui arrive chez le voisin peut arriver chez toi. Il est bon aujourd'hui que ce que nous vivons, il n'y a pas que le Mali, et il n'y a pas que la Centrafrique, je voulais dire, il y a le Mali, il y a le Congo, qui ont des bases, soit des bases des organismes, des bases militaires, des organismes internationaux, soit les bases militaires des pays, des puissances étrangères sur place. Mais comment expliquer cette récurrence dans l'instabilité? La Centrafrique a la force Sangaris qui est sur place, a une base militaire française, il y a la MINUSCA qui est là. Mais comment expliquer la présence des rebelles jusqu'aux portes de la capitale? Ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème. C'est de bonne guerre d'aller chercher des partenaires étrangers pour faire respecter l'ordre constitutionnel. Et je pense que c'est ce que le président Touadéra a fait. Et il est question aujourd'hui que chaque pays qui voudrait avoir un mot à dire puisse diversifier ses partenaires. Et je peux m'en féliciter pour le Cameroun qui a diversifié ses partenaires. Parce que s'affranchir du néocolonialisme ou de la colonisation, c'est aussi cela. Au niveau du respect des peuples. Comment expliquer qu'à la veille d'une élection présidentielle, un ancien président organise une rébellion pour renverser les institutions? Ça ne s'explique pas. Alors, bravo au président Touadéra qui a su gérer la situation avec un partenaire. Ça peut coûter à la Centrafrique ce que ça va coûter, mais au moins l'ordre constitutionnel est respecté. Alors l'ordre constitutionnel est respecté, mais en même temps, M. Paul Païré peut sortir. Est-ce que le peuple centrafricain, lui, il est véritablement pris en compte dans ce feu nourri la rébellion d'une part, conduite par François Bozizé, d'autre part l'armée russe qui est venue en soutien au président Touadéra, et bien évidemment on a la MINUSCA, on a Sangaris conduit par les Français. Finalement, à quoi sert le peuple centrafricain? C'est une situation assez regrettable, c'est qu'on vit en République centrafricaine. Voilà un pays, on dit sur le plan mondial 170e peut-être sur 176, donc parmi les pays les plus pauvres.
Tellement il y a un acharnement là-bas. Et derrière cet acharnement, surtout la France colonisatrice, qui s'attache tellement là. On connaît tout ce qui s'est passé, que ce soit sous Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à maintenant. Un pays déchiqueté, nous voyons presque tous les réfugiés centrafricains sont nombreux ici. Ici à Douala, ici à Douala, un peu partout, même jusqu'à l'ouest. Tu arrives à Bafoussam, tu trouves des Centrafricains qui se débrouillent là-bas à faire tout ce qu'ils peuvent trouver. Donc c'est une situation, c'est regrettable, le peuple souffre. Et on souffre entre les mains des gouvernants. Chaque gouvernant qui a un partenaire à l'extérieur. Je suis d'avis avec Njo qui a bien dit la variation des partenaires. Parce que si Touadéra n'avait pas peut-être tendu la main aux Russes, on n'en parlerait plus aujourd'hui. C'est quand l'armée russe est arrivée pour donner une déculottée aux Français. Parce que vraiment, ils ont des bases à ce niveau, un peu partout. C'est tel que la Russie a pu freiner et a pu laisser le peuple dire ce qu'il a pu dire. Bien sûr, il est élu avec un tiers. Mais à qui la faute? L'élu avait presque un tiers, parce que si on voit l'électorat centrafricain, c'est un tiers qui a pu voter. Alors, l'armée russe a pu freiner les vérités françaises et c'est une occasion, c'est quoi? Ça donne une leçon à la France. Surtout que la France qui s'attache tellement à ses colonies. On a parlé tout dernièrement de la fin des traités coloniaux. Semblerait-il que ce n'est pas si évident, parce que je cherche encore, je fouille encore. Parce que tant que l'Afrique ne pourra pas faire sa monnaie, battre sa monnaie, nous restons toujours dépendants. Voilà la France qui laisse le franc français pour aller à l'euro, mais nous laisse dans son franc colonial. Donc autant l'Africain devrait se réveiller. C'est autant de choses que, mais voici le Covid qui est arrivé. Nous, ici au Cameroun, et beaucoup de pays africains, vous voyez que la pharmacopée africaine a pu faire beaucoup de choses pour stopper un peu l'avancée du Covid. Je croyais même lors du discours du chef de l'État, il devait dire un petit mot pour la pharmacopée. Et évoluer dans un sens ou un certain... C'est la Centrafrique. Oui, c'est le Cameroun et aussi la Centrafrique. Nous, c'est la France-Afrique qui est en train de nous terrasser. C'est la France-Afrique. C'est ça qui nous terrasse. Et tout ce que les Français font même là-bas en Guinée, en Centrafrique, ils cherchent à déstabiliser la zone et pénétrer sur le territoire français camerounais. Parce qu'à l'heure actuelle, le seul pays bien assis qui restait encore dans le golfe de Guinée, stable, c'est le Cameroun. On voudrait passer par là. Et heureusement, l'armée camerounaise, on a pu faire une ceinture au niveau de la frontière. On veut passer par là, entrer déstabiliser au Cameroun. On a voulu déstabiliser la Guinée équatoriale en passant par le Cameroun. Heureusement, la police de l'armée camerounaise a pu stopper Aké aussi. C'est autant de choses. Donc, ces gens qui nous ont colonisés et qui ne sont pas prêts à partir, soient très sages et qu'on soit plus solidaires à l'intérieur. Au niveau de la Centrafrique, comme tu le dis, le peuple souffre entre les mains de toutes les factions. Un ancien président qui s'en va, mais ne part pas. Il veut revenir, il ne veut pas passer par les voies régulières, prendre les armes. Je crois que le gouvernement centrafricain, par la suite, trouvera une bonne sanction pour ces déstabilisateurs. Pour finir, laissez-moi un petit mot. Je m'en fais pas finir. Que tu m'as toujours taclé là, en parlant de... Quand je fais une comparaison de chiffres, ce n'est pas... Non, je ne viens pas. Parce que nous avons je ne suis pas au fédéralisme. Ça vient de l'actualité, c'est la décentralisation. Il allait jusqu'à dire que Soaïjo, on n'a pas tué les gens. Alors que... Mon cher ami, il y avait la peine de mort, il n'y avait pas Soaïjo. Vous stoppez net comment au tribunal lorsque vous n'êtes pas dans les temps qui avaient été prescrits par le président du tribunal. Ils avaient peur d'Aïdjo, ils ne pouvaient pas voler. Merci beaucoup à vous tous, messieurs, d'être venus à cette émission de samedi pour Tout en clair. Je rappelle qu'ils sont très nombreux, nous avons écrit sur notre page Facebook. Continuez à nous faire confiance. Nous n'aurons pas le temps de pouvoir lire les SMS qui nous ont été envoyés par nos téléspectateurs dans notre émission d'émission. Il n'y aura pas de mot du tout. Cela vous permettra également de pouvoir allier vos domiciles pour aller regarder le match qui oppose cet après-midi ou cette fin d'après-midi
Le Cameroun passe au Zimbabwe dans le cadre du match d'ouverture, le tout pour le match du CHAN Cameroun Total 2021. Merci à vous tous, monsieur Valentin Jean du RDPC, Jean-Baptiste Ketchatin du Manidem, mais aussi maître Paul Paillet. Je rappelle que le représentant du MRC, et notamment Laurent Dika, n'a pas répondu présent à l'appel cet après-midi de samedi, mais tout de même, avec nos autres invités, nous avons fait le tour des différentes questions posées sur la table du débat. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été de nôtres. Continuez à nous faire confiance sur la télévision du Monde, tout azimut. C'est samedi prochain, 15h, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Bon samedi à toutes et à tous, surtout. Bon match pour les Lions à prime et à très bientôt. Au revoir.